Mars est morte, mais elle n'a pas toujours été ainsi. Fermez les yeux un instant et imaginez avec moi un monde radicalement différent du désert rouge et glacé que nous connaissons. Imaginez un monde où des océans immenses ondulaient sous un ciel qui n'était pas encore le rose pâle d'aujourd'hui, mais peut-être teinté de bleu par une atmosphère épaisse et humide. Des vagues venaient lécher des rivages rocheux. Des rivières puissantes dévalaient depuis les hautes terres volcaniques, sculptant des vallées profondes dans la roche rouge. Des deltas complexes s'étendaient là où ces rivières rencontraient les lacs tranquilles. La pluie tombait régulièrement sur des plaines fertiles, remplissant les bassins d'impact d'eau douce. Des nuages dérivaient dans le ciel, formant des tempêtes qui déversaient leur contenu sur un paysage actif, vivant, en constante transformation. Ce monde existait réellement. Il n'est pas le fruit de l'imagination débordante d'un auteur de science-fiction. Il y a 3,5 milliards d'années, peut-être même 4 milliards d'années, Mars ressemblait véritablement à une jeune Terre, une planète sœur où l'eau coulait librement et où tous les ingrédients chimiques nécessaires à la vie étaient réunis dans des conditions favorables. Et puis, quelque chose s'est produit. Quelque chose de terrible et d'irréversible. Sur des centaines de millions d'années, cette Mars vivante s'est transformée en cadavre planétaire. L'atmosphère s'est échappée dans l'espace, particule par particule, souffle par souffle, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un voile ténu. Les océans se sont évaporés, leur eau aspirée vers le ciel avant de se dissoudre dans le vide cosmique ou de geler dans le sous-sol. Les rivières ont cessé de couler, leurs lits se transformant en chenaux asséchés remplis de sable. Les lacs sont devenus des bassins de glace, puis des cratères poussiéreux. Le vent, qui autrefois charriait l'humidité et la chaleur, n'a plus transporté que du sable fin qui s'est accumulé en dunes monotones. La planète rouge que nous observons aujourd'hui avec nos télescopes et nos rovers n'est que le cadavre desséché, momifié, de ce qu'elle fut autrefois. Un monument silencieux à une époque révolue où elle aurait pu, peut-être, devenir un monde habité. Mais voici le plus troublant, ce qui devrait vous faire frissonner en écoutant ces mots. En 2025, tout récemment donc, nous venons de découvrir des preuves qui changent radicalement notre compréhension de cette tragédie cosmique. Des indices chimiques, des structures minérales, des signatures moléculaires qui suggèrent que peut-être, juste peut-être, Mars n'a pas toujours été seul dans son agonie. Quelque chose a peut-être vécu là-bas. Quelque chose de microscopique, de simple, mais de vivant. Et nous sommes peut-être en train d'en trouver les traces fossilisées. Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, qui commence à l'aube du système solaire et se termine avec les découvertes de septembre dernier, pensez à vous abonner à la chaîne La Science Assoupie et à laisser un pouce bleu, ça nous aide vraiment à continuer d'explorer ces mystères cosmiques avec vous chaque semaine. Nous publions régulièrement des vidéos sur les plus grandes énigmes scientifiques de notre époque, et celle de Mars est sans doute l'une des plus fascinantes et des plus proches d'une résolution spectaculaire. Commençons par le commencement, par les premiers indices qui ont fait basculer notre vision de Mars. Pendant des décennies entières, depuis les premières observations télescopiques sérieuses au XIXe siècle jusqu'aux années 90 du XXe siècle, Mars nous narguait avec ses secrets. Elle se montrait à nous comme une énigme rougeâtre dans le ciel nocturne, suffisamment proche pour être étudiée, mais suffisamment lointaine pour garder ses mystères bien cachés. Les premières sondes spatiales envoyées dans les années 70, les missions Viking notamment, renvoyaient des images qui douchaient l'enthousiasme des scientifiques. Elles montraient un désert absolument stérile, balayé par un vent incessant. Rien que de la poussière rouge à perte de vue, s'étendant jusqu'aux horizons lointains. Des plaines monotones, criblées de cratères d'impact. Des dunes de sable figées dans le temps. Pas une goutte d'eau visible. Pas un lac, pas une rivière, pas même une flaque. Les scientifiques scrutaient ces clichés granuleux avec une déception croissante. Où était l'eau que certains astronomes du XIXe siècle avaient cru détecter à travers leurs télescopes? Où étaient les fameux canaux martiens dont Percival Lowell avait rempli des carnets entiers de dessins détaillés? Où étaient les signes d'activité géologique récente? La réponse semblait cruelle et définitive, aussi tranchante qu'un coup près. Nulle part. Mars était un monde mort, gelé, stérile, et elle l'avait apparemment toujours été depuis la formation du système solaire. Ou du moins, c'est ce que les premières missions semblaient nous dire avec leurs images désolantes. Mais la science avance lentement, méthodiquement, en accumulant les observations et en cherchant les détails que personne n'a encore remarqués. Et puis, au fil des missions suivantes, quelque chose d'étrange et de profondément intrigant a commencé à apparaître dans les données collectées par les orbiteurs et les rovers. Des formes sinueuses gravées dans la roche ancienne. Des vallées qui serpentaient depuis les hautes terres vers les plaines plus basses. Ces vallées n'étaient pas droites, comme des fissures tectoniques. Elles bifurquaient, se rejoignaient, formaient des réseaux ramifiés exactement comme le feraient des rivières, qui érodent le paysage pendant des millions d'années. Des deltas fossilisés apparaissaient dans les images haute résolution,
Ces structures caractéristiques en forme d'éventail, qui se forment uniquement quand une rivière dépose ses sédiments en entrant dans une étendue d'eau calme. Des lits de lacs asséchés parsemaient la surface. Leurs anciens rivages encore visibles sous forme de terrasses étagées qui marquaient les différents niveaux d'eau au fil du temps. Des minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau liquide, comme l'hématite sphérique et les argiles smectites, apparaissaient dans les analyses spectroscopiques des roches de surface. Lentement, image après image, spectre après spectre, mesure après mesure, mission après mission sur plusieurs décennies, une vérité absolument bouleversante s'imposait aux scientifiques. Mars avait eu de l'eau. Pas juste un peu d'humidité dans l'air ou quelques flaques temporaires. Non, Mars avait eu beaucoup d'eau. Des quantités vraiment astronomiques. Des océans entiers qui auraient pu recouvrir une bonne partie de l'hémisphère nord de la planète. Prenons un exemple concret qui illustre parfaitement cette révélation. Le cratère G0, où roule aujourd'hui le rover Perseverance depuis février 2021, était autrefois le fond d'un lac immense. Un lac si vaste qu'il aurait pu engloutir plusieurs pays européens d'un seul coup. Si vous vous teniez au centre de ce lac il y a 3,5 milliards d'années, vous ne pourriez même pas voir les rives tant elles seraient lointaines. L'eau y coulait à travers un delta extrêmement complexe, une structure géologique qui témoigne d'une activité fluviale prolongée et stable. Ce delta charriant des sédiments depuis les hautes terres environnantes, les déposant en couches successives au fur et à mesure que le courant ralentissait en entrant dans les eaux calmes du lac. Les géologues martiens, ces scientifiques qui passent leur journée à analyser chaque centimètre carré de la planète rouge, ont découvert des roches d'argile dans cette région. Des roches qui ne peuvent absolument se former que dans l'eau tranquille et peu profonde, là où les particules les plus fines se déposent lentement au fil des siècles et des millénaires. Ces argiles ne sont pas le résultat d'une inondation catastrophique qui aurait duré quelques semaines ou quelques mois. Non, elles racontent une histoire bien différente, beaucoup plus prometteuse pour l'apparition de la vie. Elle parle d'un climat remarquablement stable, d'un environnement durable qui a persisté pendant des périodes géologiquement longues, où l'eau liquide était présente en permanence assez longtemps pour que la chimie complexe et la géologie patiente fassent leur œuvre lente et minutieuse. Ce n'était pas juste une flaque temporaire qui se serait formée après une pluie torrentielle et aurait disparu en quelques semaines sous l'effet de l'évaporation. Non, c'était un véritable environnement aquatique stable qui a duré des millions d'années. Peut-être même des dizaines de millions d'années, selon certaines estimations, basées sur l'épaisseur des dépôts sédimentaires. Réfléchissez à ce que cela signifie. Des millions d'années d'eau liquide stable, assez longtemps pour que des molécules organiques complexes se forment et se concentrent. Assez longtemps pour que des gradients chimiques s'établissent au fond du lac. Assez longtemps pour que, si les conditions étaient propices, quelque chose d'extraordinaire puisse se produire. Quelque chose d'aussi improbable et merveilleux que l'apparition des premières formes de vie. Sur Terre, la vie est apparue dans nos océans primitifs en moins de temps que cela. Il a fallu environ 600 millions d'années entre la formation de notre planète et l'apparition des premières bactéries. Sur Mars, l'eau liquide a persisté pendant potentiellement des centaines de millions d'années dans certains environnements. Le temps ne manquait pas. Les ingrédients chimiques étaient là. L'énergie du Soleil baignait la surface. Les conditions semblaient réunies. Mais Jezero n'est qu'un exemple parmi des centaines, peut-être des milliers d'autres lacs anciens, dispersés à travers toute la surface martienne. Partout où les robots et les satellites ont regardé avec attention, ils ont découvert des traces d'eau anciennes, qui racontent des histoires similaires. Des vallées profondément incisées et sinueuses ont été sculptées par des rivières qui dévalaient les pentes raides des volcans massifs de la région de Tharsis, emportant sur leur passage des débris rocheux et créant des gorges spectaculaires. Des plaines d'inondations gigantesques témoignent d'événements catastrophiques où l'eau jaillissait du sous-sol avec une violence inimaginable, probablement lorsque la chaleur interne de la planète faisait fondre brutalement d'immenses poches de glace souterraines. Ces inondations catastrophiques libéraient en quelques semaines ou quelques mois autant d'eau qu'en contient la mer Méditerranée, emportant absolument tout sur leur passage, arrachant des rochers de la taille d'immeubles et les déposant à des centaines de kilomètres de leur point d'origine. Les scientifiques ont même identifié des chenaux de sortie massifs, des vallées géantes creusées en quelques jours par ces déluges apocalyptiques qui se déversaient dans les basses plaines du Nord. Des bassins d'impact. Ces cratères formés par la chute d'astéroïdes se sont transformés en lacs temporaires remplis par les pluies torrentielles qui suivaient ces impacts cataclysmiques. L'énergie libérée par une collision d'astéroïdes peut réchauffer temporairement l'atmosphère locale, provoquant des précipitations massives qui remplissent les dépressions nouvellement formées. Certains de ces lacs de cratères ont pu persister pendant des milliers, voire des millions d'années,
avant de s'évaporer progressivement. Et puis il y a l'hypothèse de l'océan boréal. Cette idée fascinante et controversée, selon laquelle un immense océan recouvrait autrefois tout l'hémisphère nord de Mars. Certains scientifiques, en analysant méticuleusement la topographie et la distribution des dépôts sédimentaires, estiment même que cet océan était assez profond pour noyer la tour Eiffel plusieurs fois, atteignant peut-être 1 km ou plus de profondeur dans certaines régions des basses plaines. Imaginez vous tenir sur la rive de cet océan martien il y a 3,5 milliards d'années, peut-être même plus tôt, pendant l'époque géologique appelée le Noachien. Vous êtes debout sur un rivage rocheux, teinté de rouge par les oxydes de fer. Devant vous, l'eau salée s'étend jusqu'à l'horizon dans toutes les directions, ondulant doucement sous l'effet d'un vent qui sent l'humidité et le soufre volcanique. Des vagues modestes viennent lécher régulièrement le rivage, déposant une écume qui sèche rapidement en cristaux de sel. Au-dessus de votre tête, un ciel plus épais qu'aujourd'hui, chargé de nuages qui dérivent lentement poussés par des vents de haute altitude. Ce ciel n'est peut-être pas encore le bleu profond de la Terre, mais il n'est certainement pas le noir étoilé que vous verriez sur Mars aujourd'hui. Il est peut-être rosé, peut-être grisâtre, mais il est là, substantiel, protégeant la surface d'un froid mortel et maintenant la pression atmosphérique suffisante pour que l'eau reste liquide. Quelque part dans les profondeurs de cet océan hypothétique, dans les sédiments du fond où la lumière du soleil ne pénètre jamais, où des sources hydrothermales crachent leur mélange chaud de minéraux dissous, peut-être que quelque chose bougeait déjà. Des molécules organiques se concentraient dans les argiles, des gradients chimiques généraient de l'énergie utilisable. Les premiers métabolismes balbutiants émergeaient peut-être du chaos moléculaire. Les preuves ne cessent de s'accumuler avec chaque nouvelle mission, chaque nouvelle analyse, chaque nouvelle technique d'observation que nous développons. Le rover Curiosity, ce laboratoire roulant de la taille d'une petite voiture qui explore le cratère Gale depuis août 2012, a trouvé des galets parfaitement arrondis, enfouis dans d'anciennes couches sédimentaires. Ces galets ne sont pas anguleux comme des fragments de roches fraîchement brisés par l'impact d'un météorite. Ils sont ronds, lisses, polis avec une patience infinie par le courant d'une ancienne rivière. Leur forme trahit des milliers, peut-être des millions d'années passées à rouler doucement dans l'eau qui coulait sur le fond d'un cours d'eau permanent, à s'entrechoquer les uns contre les autres, à s'user progressivement, grain par grain, jusqu'à adopter cette forme caractéristique de galet de rivière. Quand vous vous promenez au bord d'une rivière sur Terre et que vous ramassez un galet lisse dans votre main, vous savez instinctivement que ce caillou a passé un temps considérable dans l'eau courante. L'eau, avec sa patience inlassable, a frotté, poli, arrondi, jusqu'à ce que toutes les aspérités disparaissent. Sur Mars, ces mêmes galets murmurent exactement le même secret à travers des milliards d'années. L'eau ne faisait pas que passer rapidement lors d'inondations cataclysmiques. Non, elle restait, elle coulait régulièrement, année après année, siècle après siècle. Elle façonnait lentement le paysage. Elle creusait patiemment des méandres dans la roche tendre. Elle transportait méthodiquement les sédiments des hautes terres vers les basses plaines. Elle déposait consciencieusement ses charges de sable et d'argile dans les deltas et les lacs, exactement comme sur notre planète bleue. Les minéraux hydratés découverts par les spectromètres sophistiqués des sondes orbitales, qui tournent inlassablement autour de Mars, renforcent encore davantage ce tableau d'un passé humide. Ces instruments peuvent analyser la lumière du Soleil, réfléchie par la surface martienne, et en déduire la composition chimique des roches au sol. Et ce qu'ils ont trouvé est absolument remarquable. Certaines roches anciennes contiennent jusqu'à 20% d'eau chimiquement liée, piégée dans leur structure cristalline même. Cette eau n'est pas présente sous forme liquide évidemment. Elle est enfermée dans les liaisons moléculaires des minéraux, emprisonnée là depuis des milliards d'années, témoins fossilisés chimiques d'un passé où l'eau liquide baignait ces roches. Les argiles phyllosilicates, les sulfates hydratés, les carbonates, tous ces minéraux racontent la même histoire d'interaction prolongée entre l'eau et la roche dans des conditions de pH, de température et de pression compatibles avec la vie telle que nous la connaissons. Quand un minéral d'argile se forme sur Terre, cela nécessite que l'eau reste en contact avec la roche pendant des périodes géologiquement longues, permettant aux ions de se réarranger lentement en nouvelles structures cristallines. Le simple fait de trouver ces minéraux sur Mars nous dit que les mêmes processus lents et patients se sont déroulés là-bas. La question devient alors inévitable, presque douloureuse dans son urgence. Si Mars possédait autrefois toute cette eau abondante, ces océans qui auraient pu recouvrir une bonne partie de l'hémisphère nord, ces lacs qui remplissaient les cratères, ces rivières qui sculptaient des vallées, où est-elle passée maintenant ? Qu'est devenu cet héritage liquide ? La réponse est triple, et chacune de ces parties raconte une histoire différente de la mort lente de Mars. Une partie significative de cette eau s'est littéralement échappée dans l'espace,
arrachées molécule par molécule à l'atmosphère martienne par le vent solaire impitoyable. Ce flux constant de particules chargées que notre Soleil projette dans toutes les directions. Sans le bouclier protecteur d'un champ magnétique global, chose que nous détaillerons dans quelques instants, les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui composent l'eau ont été bombardés par ces particules énergétiques, gagnant assez de vitesse pour s'arracher à la gravité martienne et se perdre à jamais dans le vide interplanétaire. Une autre partie de cette eau précieuse s'est enfoncée profondément dans le sous-sol, percolant à travers les fissures et les pores de la roche, descendant kilomètre après kilomètre jusqu'à atteindre des profondeurs où la pression et la température l'ont piégé définitivement dans ce qu'on appelle le pergélisol, une couche de sol et de roches gelées en permanence. Mais la majeure partie de l'eau martienne, et c'est là que notre histoire devient vraiment excitante pour l'exploration future, attend encore patiemment, gelée en glace pure, juste sous la surface poussiéreuse que nous voyons sur les images. Et cette découverte des réservoirs de glace souterrains est l'une des révélations les plus importantes et les plus pratiques pour l'avenir de l'exploration martienne. Aujourd'hui, en cette année 2025, nous savons avec une certitude absolue, confirmée par de multiples instruments et de multiples missions indépendantes, que Mars cache d'immenses réservoirs massifs de glace d'eau sous sa croûte apparemment sèche. Et quand je dis immense, ce n'est pas une exagération pour dramatiser la situation. Je parle de volumes qui dépassent l'entendement, pas seulement au pôle, où les calottes glaciaires permanentes brillent d'un blanc éclatant et pur sur les images prises par les satellites, s'étendant sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions, comme des bonnets géants posés sur les sommets de la planète. Non, la grande surprise est venue quand les scientifiques ont découvert que la glace se trouve partout, absolument partout sur Mars, même près de l'équateur, là où vous vous attendriez intuitivement à ne trouver que du sable brûlé par le soleil et des roches desséchées. Des radars sophistiqués de pénétration du sol, embarqués sur les sondes orbitales ultramodernes, ont scanné méthodiquement le sous-sol martien comme des échographies géantes et extrêmement détaillées. Le principe est élégant dans sa simplicité. Ils envoient des ondes radio de basse fréquence qui pénètrent le sol sur plusieurs kilomètres de profondeur, traversent les différentes couches de matériaux, rebondissent sur les interfaces entre les couches de densité différentes et reviennent vers le satellite en transportant des informations précieuses sur la structure interne du sous-sol. En analysant le temps que mettent ces ondes à revenir et l'intensité du signal réfléchi, les scientifiques peuvent reconstruire une carte tridimensionnelle de ce qui se cache sous la poussière. Et ce qu'ils ont trouvé en faisant cela, sur des années de collecte de données, est absolument stupéfiant. Des couches épaisses de glace d'eau pratiquement pure, s'étendant sur des centaines de kilomètres de long et de large, enfouies sous seulement quelques mètres de poussière et de roches friables dans certaines régions. Dans certaines régions privilégiées des latitudes moyennes, ces zones tempérées situées entre l'équateur et les pôles, la glace commence à seulement un petit mètre sous la surface. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Si un astronaute du futur se tenait là, équipé d'une combinaison spatiale et d'une simple pelle manuelle, il ou elle pourrait creuser pendant à peine 1 heure ou 2 et toucher de ses mains gantées de la glace d'eau extraterrestre. De l'eau qui est restée gelée là pendant peut-être 3 milliards d'années, attendant patiemment qu'une forme de vie intelligente vienne la découvrir. Cette glace n'est pas dispersée de manière éparse en petits cristaux microscopiques mélangés à la poussière. Non, absolument pas. C'est de la glace massive, compacte, solide, dense, pure à plus de 80% selon les analyses radars. Des glaciers entiers, des rivières de glace figées sont littéralement enterrés là, cachés juste sous nos yeux, recouverts d'une fine couche protectrice de débris rocheux qui les protège de la sublimation directe vers l'atmosphère ultramince de Mars. Certains de ces glaciers souterrains mesurent plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace pratiquement pure. Si quelqu'un avait le pouvoir divin de les faire tous fondre instantanément, l'eau libérée pourrait couvrir la planète entière d'une couche liquide uniforme de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Pensez à cela. Un océan global gelé attend juste sous la surface, invisible aux yeux non avertis, mais bel et bien présent, détectable, cartographié, quantifié. La découverte la plus spectaculaire et la plus volumineuse est venue de la formation géologique mystérieuse appelée Medusae Fossae, située près de l'équateur martien, dans une région de plaine poussiéreuse, apparemment banale. Les données collectées par le radar Mars-6, embarqué sur la sonde Mars Express, ont révélé des dépôts étranges qui s'enfoncent jusqu'à presque 4 km verticalement sous la surface du sol. Au tout début de l'analyse, les scientifiques pensaient logiquement que c'était juste de la poussière très fine qui s'était accumulée et compactée sur des millions d'années par son propre poids. Mais en analysant plus attentivement les signaux radars, quelque chose ne collait pas du tout
avec cette hypothèse. Les signaux ne mentent jamais. Ils reflètent fidèlement les propriétés physiques des matériaux qu'ils traversent. La densité des dépôts était beaucoup trop faible pour de la poussière compactée. La transparence exceptionnelle aux ondes radio était beaucoup trop élevée. Toutes les caractéristiques correspondaient exactement à ce qu'on attendrait de glace d'eau mélangée à de la poussière. Des quantités vraiment astronomiques de glace, stratifiées en couches successives, alternant glace relativement pure et glace poussiéreuse, empilées les unes sur les autres comme les pages d'un livre gigantesque et ancien racontant l'histoire climatique tourmentée de Mars sur des millions d'années. Si toute cette glace enfouie fondait d'un coup sous l'effet d'un réchauffement hypothétique, elle remplirait la mer Rouge sur Terre jusqu'au bord. Réfléchissez vraiment à cette comparaison stupéfiante. Une mer entière, cachée sous le sable martien apparemment banal, attendant silencieusement et patiemment, depuis des milliards d'années, qu'on la découvre enfin. Mais comment cette glace monumentale est-elle arrivée là, près de l'équateur, dans des régions où aujourd'hui, la température de surface peut atteindre des valeurs relativement tièdes en plein jour? Mars aujourd'hui est beaucoup trop froide en moyenne, et son atmosphère est beaucoup trop sèche et ténue pour que la neige tombe naturellement près de l'équateur martien. Les flocons de neige se subliment directement dans l'air raréfié, bien avant d'atteindre le sol dans ces régions. La réponse fascinante à cette énigme se trouve dans le passé chaotique et tourmenté de l'axe de rotation martien, dans cette danse cosmique complexe que Mars exécute depuis des milliards d'années. Contrairement à la Terre, dont l'inclinaison axiale reste remarquablement stable, autour de 23,5 degrés, grâce à l'influence gravitationnelle stabilisatrice de notre grosse Lune, qui agit comme un gyroscope cosmique, Mars, elle, valse à travers les âges géologiques avec une inclinaison qui varie de manière dramatique et sauvage. Sans une grande Lune pour la stabiliser gravitationnellement, l'axe de rotation martien oscille de façon chaotique sous l'influence perturbatrice des géantes gazeuses du système solaire externe, Jupiter et Saturne, dont les masses colossales exercent des tiraillements gravitationnels qui déstabilisent lentement l'orientation de Mars. Parfois, et cela s'est produit de nombreuses fois dans le passé profond de la planète, l'axe de Mars peut basculer dramatiquement de 40 degrés par rapport au plan de son orbite. Parfois encore plus, atteignant 50 degrés, 60 degrés, voire même des valeurs extrêmes de 80 degrés, selon certains modèles informatiques sophistiqués qui simulent l'évolution à long terme du système solaire. Quand cela se produit, quand l'inclinaison devient aussi extrême, toute la distribution de l'ensoleillement sur la planète change radicalement. Les pôles, normalement plongés dans l'obscurité glaciale pendant les longs hivers martiens, se retrouvent exposés plus directement aux rayons du soleil. Ils deviennent en fait plus chauds que les régions équatoriales qui, elles, reçoivent moins d'énergie solaire qu'à l'accoutumée. La glace des calottes polaires commence alors à se sublimer massivement sous l'effet de cette chaleur inhabituelle. Elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux sans passer par une phase liquide. La vapeur d'eau monte dans l'atmosphère martienne, beaucoup plus épaisse à ces époques anciennes qu'elle ne l'est aujourd'hui, et voyage autour de toute la planète, poussée par les vents de haute altitude. Cette vapeur d'eau atmosphérique retombe ensuite sous forme de neige abondante près de l'équateur et aux latitudes moyennes, des régions qui sont devenues, paradoxalement, plus froides que les pôles à cause du changement d'inclinaison. Cette neige s'accumule saison après saison, année après année, siècle après siècle, formant progressivement des glaciers massifs dans des régions où aujourd'hui nous ne verrions jamais la moindre précipitation neigeuse. Puis, sur des millions d'années, l'axe de Mars se stabilise à nouveau, revenant progressivement vers une inclinaison plus normale. Le climat change une fois de plus en réponse à ce nouveau régime d'ensoleillement. Les pôles se refroidissent à nouveau et recommencent à accumuler de la glace. Et toute cette neige équatoriale et des latitudes moyennes se retrouve piégée et fossilisée sous une couverture croissante de poussière emportée par les vents incessants. Des glaciers équatoriaux naissent ainsi, vestiges gelés d'âges glaciaires martiens que nous commençons à peine à comprendre et à documenter avec nos instruments radars sophistiqués. Cette glace enfouie n'est pas juste un vestige géologique fascinant qui nous aide à reconstituer l'histoire climatique complexe de Mars. Non, elle pourrait très concrètement être la clé même de l'avenir de toute l'exploration martienne habitée. Réfléchissez-y un instant. Les futurs astronautes qui poseront le pied sur Mars dans les décennies à venir auront absolument besoin d'eau en quantité considérable pour toutes sortes d'usages vitaux. Pour boire évidemment, plusieurs litres par personne et par jour pour rester hydraté dans l'environnement extrêmement sec de Mars. Pour l'agriculture aussi, car une colonie martienne autosuffisante devra cultiver ses propres aliments dans des serres pressurisées qui nécessiteront un approvisionnement régulier en eau pour irriguer les plantes. Pour produire de l'oxygène respirable également, en utilisant l'électrolyse pour séparer l'eau en hydrogène et oxygène. Et surtout,
pour fabriquer du carburant pour fusée qui permettra aux missions de repartir vers la Terre. Le carburant le plus pratique qu'on envisage actuellement combine de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide, deux composants qu'on peut extraire directement de l'eau par électrolyse en utilisant des panneaux solaires ou un petit réacteur nucléaire. Transporter toute cette eau depuis la Terre serait non seulement absurdement coûteux financièrement, se chiffrant en milliards de dollars supplémentaires par mission, mais aussi techniquement problématique à cause du poids énorme que cela représenterait. Chaque kilogramme qu'on doit lancer depuis la surface terrestre coûte plusieurs milliers de dollars en carburant de fusée et en complexité logistique. Mais imaginez maintenant une alternative élégante et économique. Si vous atterrissez votre vaisseau spatial près d'un de ces glaciers massifs enterrés que nous avons cartographiés en détail grâce aux données radar, vous avez instantanément accès à tout ce qu'il vous faut directement sur place, à portée de main, ou plutôt à portée de pelle. Creusez simplement quelques mètres avec un excavateur robotisé, peut-être même moins dans les zones où la glace affleure pratiquement à la surface, récupérez ces blocs de glace d'eau presque pure, vieux de plusieurs milliards d'années, faites-les fondre dans un réservoir chauffé par des résistances électriques ou par la chaleur résiduelle du réacteur nucléaire, purifiez l'eau obtenue à travers des filtres pour éliminer les éventuelles impuretés ou poussières mélangées à la glace, et voilà, un approvisionnement en eau quasi illimité pour soutenir une colonie martienne entière pendant des décennies. Les cartes détaillées des réservoirs de glace souterrains, produites par des missions comme Mars Reconnaissance Orbiter et Mars Express, sont devenues de véritables cartes au trésor, précieuses pour la planification minutieuse des futures missions habitées. Les agences spatiales du monde entier les étudient méticuleusement pour identifier les sites d'atterrissage optimaux qui combinent à la fois un accès facile à la glace d'eau et un intérêt scientifique pour justifier le coût énorme d'une mission habitée. Mais avant d'envoyer des humains risquer leur vie dans cette aventure extraordinaire, nous devons absolument comprendre en détail pourquoi et comment Mars a perdu toute cette eau en premier lieu. Et cette histoire tragique commence par une catastrophe magnétique qui s'est déroulée il y a environ 4 milliards d'années. Il y a environ 4 milliards d'années, quand le système solaire était encore jeune et que la Terre elle-même commençait à peine à se stabiliser après des millions d'années de bombardements intenses par des astéroïdes et des comètes, Mars était vivante d'une manière que nous peinons vraiment à imaginer aujourd'hui quand nous contemplons son désert glacé et stérile. Elle possédait un champ magnétique global puissant et protecteur, généré par un dynamo actif dans son noyau liquide en fusion qui tournait au centre profond de la planète. Le fer et le nickel liquide qui composaient ce noyau circulaient en courant de convection complexe, montant des profondeurs brûlantes vers la périphérie plus froide du noyau, puis redescendant une fois refroidi dans un balai thermique perpétuel. Ces mouvements de matière conductrice, chargés électriquement, généraient naturellement des courants électriques qui, à leur tour, créaient un champ magnétique intense s'étendant bien au-delà de la surface planétaire dans l'espace environnant. Ce champ magnétique agissait exactement comme un bouclier invisible mais incroyablement efficace, déviant impitoyablement les particules énergétiques chargées du vent solaire loin de l'atmosphère précieuse de Mars. Grâce à cette protection magnétique constante et fiable, l'atmosphère martienne pouvait rester épaisse, dense, substantielle, maintenant une pression de surface suffisante pour que l'eau liquide puisse couler librement sans s'évaporer instantanément. Les océans hypothétiques, les rivières qui serpentaient à travers les vallées, les lacs qui remplissaient les cratères, tout cet héritage aquatique n'était rendu possible que parce que Mars possédait encore son bouclier magnétique protecteur. Puis, très lentement sur des centaines de millions d'années, de manière presque insidieuse et inévitable, quelque chose de fondamental s'est déréglé irrémédiablement dans les profondeurs inaccessibles de la planète rouge. Le noyau de Mars, plus petit que celui de la Terre, s'est refroidi plus rapidement. En refroidissant, le fer liquide a cessé de circuler avec assez de vigueur pour maintenir le dynamo magnétique. Pensez à un moteur qui tourne de plus en plus lentement, produisant de moins en moins d'électricité, jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. Le champ magnétique de Mars a faibli, vacillé, puis s'est éteint. La catastrophe qui a suivi s'est déroulée sur des millions d'années, mais son issue était inévitable. Sans bouclier magnétique, le vent solaire a commencé à frapper directement l'atmosphère. Les particules énergétiques du Soleil arrachaient littéralement les atomes d'oxygène, de carbone et d'azote de l'air martien, les emportant dans l'espace comme des feuilles mortes dans une tempête. Les données de la sonde MAVEN, qui orbite autour de Mars depuis 2014, ont confirmé ce processus de manière spectaculaire. Les instruments de MAVEN observent en temps réel les atomes atmosphériques s'échapper vers l'espace. Pendant les tempêtes solaires, quand le vent solaire souffle plus fort, le taux d'érosion atmosphérique augmente d'un facteur 10. Imaginez votre planète comme une montgolfière,
avec un trou qui grandit chaque jour. Au début, vous perdez juste un peu d'air, mais avec le temps, le trou s'agrandit, la pression chute, et finalement, votre montgolfière s'effondre. Mars a perdu la majeure partie de son atmosphère sur plusieurs centaines de millions d'années. Ce qui était autrefois un manteau protecteur épais s'est transformé en un voile ténu, 100 fois moins dense que l'air terrestre. Quand l'atmosphère s'est amincie, la pression de surface a chuté. Sur Terre, l'eau bout à 100 degrés, parce que notre atmosphère exerce une pression qui maintient les molécules ensemble. Sur Mars, aujourd'hui, avec une atmosphère si fine, l'eau liquide bout même à des températures glaciales. Si vous versiez un verre d'eau sur le sol martien, il ne resterait pas liquide. Il se transformerait immédiatement en vapeur qui s'échapperait dans l'atmosphère avant de geler en cristaux de glace et retomber comme de la neige. L'eau liquide stable ne peut tout simplement plus exister à la surface. Les océans se sont évaporés, les rivières se sont taries, les lacs se sont transformés en bassins de glace, puis en déserts poussiéreux. La Mars que nous connaissons aujourd'hui est née de cette mort magnétique. Mais certains scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus troublant. Des météorites martiennes analysées sur Terre ont révélé des signatures magnétiques datant de seulement 3 900 millions d'années. Cela signifie que le champ magnétique de Mars a survécu beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Peut-être même que des périodes humides et habitables ont persisté bien après qu'on croyait la planète stérile. Cette révélation change notre compréhension de l'habitabilité martienne. Si l'eau liquide a pu exister pendant des centaines de millions d'années supplémentaires, alors les chances que la vie ait émergé augmentent considérablement. Et cela nous amène à l'une des découvertes les plus fascinantes des dernières décennies. Le méthane sur Mars est un mystère qui ne cesse de s'approfondir. Le méthane est un gaz simple, juste un atome de carbone entouré de 4 atomes d'hydrogène. Sur Terre, la majeure partie du méthane provient de processus biologiques. Les bactéries dans les marais, dans les intestins des vaches, dans le pergélisol arctique, toutes produisent du méthane en métabolisant d'autres composés. Mais le méthane peut aussi se former sans vie, à travers des réactions chimiques entre l'eau et certaines roches à haute température. Alors quand le rover Curiosity a détecté du méthane dans l'atmosphère martienne, les scientifiques ont immédiatement compris qu'il tenait quelque chose d'important. Mais ce n'était pas juste la présence de méthane qui était intrigante, c'était son comportement étrange. Le méthane martien apparaît et disparaît selon les saisons. Pendant l'été martien, sa concentration dans l'air monte jusqu'à atteindre des pics mesurables. Puis, quand l'hiver arrive, elle chute à presque zéro. Ce cycle se répète année après année, avec une régularité troublante. Le méthane ne devrait pas se comporter ainsi. Dans l'atmosphère martienne, le méthane est censé persister pendant des siècles, avant d'être détruit par les rayons ultraviolets du Soleil. Mais ici, il disparaît en quelques mois. Quelque chose le produit activement, continuellement, quelque part sous la surface. Et quelque chose d'autre le détruit tout aussi rapidement. Les scientifiques ont proposé plusieurs explications. Peut-être que le méthane est piégé dans la glace souterraine pendant l'hiver et se libère quand les températures montent. Peut-être que des réactions chimiques dans le sol le consument rapidement. Ou peut-être, juste peut-être, que des microbes martiens le produisent et le consomment dans un cycle métabolique actif. Mais le méthane n'est pas la seule molécule organique trouvée sur Mars. Le rover Curiosity a foré dans des roches vieilles de 3 milliards d'années et y a découvert des molécules organiques complexes. Pas juste des fragments simples, mais des chaînes de 10, 11, 12 atomes de carbone. Ces molécules s'appellent décanes, indécanes, dodécanes, et elles sont les restes probables d'acides gras. Sur Terre, les acides gras sont des composants essentiels des membranes cellulaires. Chaque cellule vivante sur notre planète en contient. Trouver leurs fragments sur Mars soulève une question vertigineuse. D'où viennent-ils ? Les molécules organiques peuvent se former sans vie, c'est vrai. Des météorites en transportent à travers le système solaire. Des réactions chimiques dans les sources chaudes peuvent en produire. Mais la taille et la complexité de ces molécules martiennes suggèrent que quelque chose de plus élaboré se passait. Ces molécules organiques étaient préservées dans des roches d'argile riches en soufre. Le soufre, tout comme sur Terre, peut agir comme un conservateur naturel, protégeant les composés organiques de la dégradation par les radiations et l'oxydation. Imaginez une bibliothèque ancienne où les manuscrits ont survécu parce qu'ils ont été scellés dans des boîtes étanches. Les argiles riches en soufre de Mars ont fait la même chose pour ces molécules organiques, les gardant intactes pendant des milliards d'années. Quand Curiosity a chauffé ces roches dans son four miniature embarqué, les molécules se sont libérées, permettant aux instruments de les analyser pour la première fois. La découverte a fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Pour la première fois, nous avions la preuve directe que Mars avait connu une chimie organique avancée, le genre de chimie qui, sur Terre, mène inévitablement à la vie. Les scientifiques restent prudents. Ils rappellent que trouver des molécules organiques
ne signifie pas trouver de la vie, mais chaque nouvelle découverte resserre l'étau. Le méthane saisonnier, les molécules organiques complexes, les lacs anciens remplis d'eau pendant des millions d'années, les argiles qui préservent les traces du passé. Tous ces éléments s'assemblent pour peindre le portrait d'une planète qui avait tous les ingrédients nécessaires pour que la vie émerge. Et puis, en juillet 2024, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une découverte qui pourrait bien être le saint graal de l'exploration martienne. Le rover Perseverance roulait dans la vallée de Neretva, un ancien lit de rivière qui alimentait autrefois le lac de Jezero. Les géologues de la mission avaient repéré une roche intrigante dans les images. Elle avait une forme de pointe de flèche et sa surface était couverte de taches étranges, comme des empreintes de léopard. Ils ont décidé de l'appeler Cheyava Falls, du nom d'une cascade du Grand Canyon. Quand Perseverance a foré cette roche pour en extraire un échantillon, les instruments ont immédiatement détecté quelque chose d'inhabituel. La roche contenait des matériaux organiques, beaucoup de matériaux organiques. Mais ce n'était pas tout. Les fameuses taches de léopard étaient en réalité des nodules minéraux composés de vivianite et de grégite, deux minéraux qui sur Terre se forment souvent grâce à l'activité microbienne. Voici comment cela fonctionne sur notre planète. Quand des bactéries métabolisent le fer et le soufre dans la boue d'un lac, elles créent des réactions chimiques qui précipitent ces minéraux sous forme de petits nodules. Ces nodules s'accumulent en motifs caractéristiques, exactement comme ceux observés sur Cheyava Falls. Les scientifiques ont aussi trouvé des canaux microscopiques traversant la roche, des structures qui ressemblent aux tunnels creusés par des microbes sur Terre quand ils rongent la pierre pour extraire des nutriments. L'échantillon a été scellé dans un tube hermétique et stocké à bord du rover en attendant une hypothétique mission de retour d'échantillon vers la Terre. En septembre 2025, après un an d'analyse rigoureuse et de révision par les pairs, la revue Nature a publié les résultats validés. Le consensus était clair. Cheyava Falls contient une biosignature potentielle. Attention, potentiel ne signifie pas confirmé. Les scientifiques sont très clairs là-dessus. Il existe des processus non biologiques qui pourraient théoriquement produire les mêmes structures. Peut-être qu'une chimie inconnue, unique à Mars, a créé ces nodules sans l'aide de microbes. Peut-être que les canaux se sont formés par des réactions abiotiques entre l'eau et les minéraux. Nous ne le saurons avec certitude que lorsque nous ramènerons ces roches sur Terre pour les étudier avec les instruments les plus sophistiqués que nous possédons. Mais même avec toutes ces réserves, Cheyava Falls représente la preuve la plus solide jamais trouvée que Mars aurait pu héberger la vie microbienne dans son passé. Et cette découverte vient avec une surprise supplémentaire. La roche est relativement jeune selon les standards martiens. Elle s'est formée à une époque où les scientifiques pensaient que Mars était déjà morte et stérile. Cela suggère que les environnements habitables ont peut-être persisté beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imaginait. Les implications sont vertigineuses. Si des microbes ont vécu dans ce lac ancien, s'ils ont métabolisé le fer et le soufre, s'ils ont laissé leurs empreintes chimiques dans la roche, alors la vie sur Mars n'était pas juste une anomalie fugace. Elle aurait eu le temps de se développer, de s'adapter, peut-être même d'évoluer vers des formes plus complexes. Et si la vie est apparue indépendamment sur deux planètes voisines dans le même système solaire, cela change radicalement nos estimations sur la fréquence de la vie dans l'univers. La vie ne serait plus un miracle unique, mais un phénomène peut-être commun partout où les conditions sont favorables. Mais avant de nous emballer trop, nous devons comprendre l'environnement martien actuel, car Mars n'a pas fini de nous surprendre. Le noyau de Mars, significativement plus petit que celui de notre Terre, s'est refroidi beaucoup plus rapidement que prévu par les premiers modèles théoriques. La taille compte énormément quand on parle de planète. Un noyau plus petit possède un ratio surface-volume défavorable, ce qui signifie qu'il perd sa chaleur interne précieuse beaucoup plus vite vers l'espace environnant, à travers le manteau rocheux qui l'entoure. Pensez à 2 tasses de café, une petite et une grande, laissées sur la table. La petite refroidit toujours plus rapidement, parce qu'elle a plus de surface exposée par rapport à son volume. Le noyau martien a subi exactement le même destin thermique inéluctable. En refroidissant progressivement, sur des centaines de millions d'années, le fer liquide qui circulait vigoureusement a commencé à perdre de sa fluidité, de son énergie thermique motrice. Les courants de convection qui brassaient le noyau ont ralenti, diminué d'intensité, perdu de leur vigueur. Et avec ce ralentissement inexorable, le dynamo magnétique planétaire a commencé à faiblir dangereusement. Imaginez un moteur électrique géant qui tourne de plus en plus lentement à mesure que sa batterie se décharge, produisant de moins en moins d'électricité à chaque rotation, jusqu'à ce que finalement, il s'arrête complètement dans un dernier soupir mécanique. Le champ magnétique protecteur de Mars a suivi exactement cette trajectoire funeste. Il a faibli d'année en année, de siècle en siècle, de millions d'années en millions d'années.
il a vacillé comme une flamme de bougie dans un courant d'air. Puis, il y a environ 3,7 milliards d'années, selon les analyses les plus récentes des météorites martiennes tombées sur Terre, il s'est complètement éteint, laissant Mars nu et sans défense face aux assauts constants du vent solaire. La catastrophe qui a suivi cette extinction magnétique s'est déroulée sur des échelles de temps géologiques immenses, plusieurs centaines de millions d'années de déclin progressif. Mais son issue était absolument inévitable dès le moment où le bouclier a disparu. Sans protection magnétique pour dévier les particules énergétiques, le vent solaire impitoyable a commencé à frapper directement, violemment, continuellement, l'atmosphère martienne sans rencontrer la moindre résistance. Le Soleil projette constamment dans toutes les directions un flux de particules chargées électriquement, principalement des protons et des électrons, qui voyagent à des vitesses vertigineuses. Quand ces particules ultra rapides heurtent les atomes d'oxygène, de carbone et d'azote dans la haute atmosphère martienne, elles leur transfèrent leur énergie cinétique dans des collisions violentes. Certains de ces atomes atmosphériques gagnent alors assez de vitesse pour s'arracher complètement à la faible gravité martienne et se perdre définitivement dans l'espace interplanétaire, emportés comme des feuilles mortes arrachées à un arbre lors d'une tempête automnale. Ce processus d'érosion atmosphérique, qu'on appelle techniquement l'échappement induit par le vent solaire, continue encore aujourd'hui sous nos yeux scientifiques attentifs. Les données spectaculaires collectées par la sonde MAVEN, cette sentinelle orbitale qui tourne inlassablement autour de Mars depuis septembre 2014, ont confirmé ce processus destructeur de manière absolument irréfutable et même spectaculaire. Les instruments ultrasensibles de MAVEN observent en temps réel, seconde après seconde, les atomes atmosphériques s'arracher à la planète et s'échapper vers l'espace, comme un fleuve invisible mais mesurable qui s'écoule en permanence. Les scientifiques peuvent littéralement compter combien d'atomes sont perdus chaque seconde, établir des bilans précis de cette hémorragie atmosphérique. Et ce qu'ils ont découvert est encore plus alarmant que prévu. Pendant les tempêtes solaires intenses, ces périodes d'activité magnétique extrême où le Soleil éjecte des quantités massives de matière dans l'espace, le vent solaire souffle beaucoup plus fort qu'en temps normal, comme un ouragan cosmique qui redouble de fureur. Durant ces événements violents, le taux d'érosion atmosphérique de Mars augmente spectaculairement d'un facteur 10 ou même plus selon l'intensité de la tempête solaire. Imaginez votre planète comme une montgolfière, avec un trou microscopique qui grandit imperceptiblement chaque jour. Au début du processus, vous perdez juste un minuscule peu d'air, presque rien. La montgolfière reste gonflée, fonctionnelle, capable de voler. Mais avec le temps inexorable qui passe, le trou s'agrandit progressivement sous l'effet de l'érosion continue. La pression à l'intérieur diminue graduellement. Et finalement, après des millions d'années de pertes constantes, votre montgolfière planétaire s'effondre complètement sur elle-même, devenant un tissu flasque et inutile. Mars a perdu la très grande majorité de son atmosphère protectrice primitive sur plusieurs centaines de millions d'années de ce processus implacable. Ce qui était autrefois un manteau atmosphérique épais de peut-être plusieurs bars de pression, comparable à ce que nous connaissons sur Terre, s'est transformé progressivement en un voile ténu et transparent, 100 fois moins dense que l'air terrestre au niveau de la mer. L'atmosphère martienne actuelle exerce une pression moyenne d'à peine 6 millibars à la surface, soit moins d'1% de la pression que nous respirons sur Terre. C'est presque le vide spatial. Quand l'atmosphère s'est dramatiquement amincie de cette façon, la pression de surface disponible a chuté en conséquence directe. Et c'est là que l'eau liquide est devenue impossible à maintenir de manière stable. Sur Terre, notre eau bout à 100 degrés Celsius, parce que notre atmosphère dense exerce une pression substantielle qui maintient les molécules d'eau ensemble dans leur état liquide stable. Cette pression atmosphérique empêche les molécules de s'échapper facilement vers la phase gazeuse. Mais sur Mars aujourd'hui, avec une atmosphère devenue si désespérément fine, l'eau liquide pure ne peut tout simplement plus exister de manière stable à la surface, même à des températures modérées. Si un astronaute hypothétique versait un grand verre d'eau pure sur le sol martien poussiéreux, cette eau ne resterait pas liquide plus de quelques secondes. Elle se transformerait presque immédiatement en vapeur dans un bouillonnement vigoureux, même si sa température initiale était proche de 0 degré. Cette vapeur s'échapperait rapidement dans l'atmosphère avant de geler en minuscules cristaux de glace qui retomberaient lentement comme une neige microscopique. Les océans hypothétiques se sont progressivement évaporés, molécule par molécule. Les rivières majestueuses se sont lentement taries, leurs lits se transformant en chenaux asséchés, remplis de sable rouge. Les lacs tranquilles se sont d'abord transformés en bassins de glace pendant les périodes où les températures chutaient, puis même cette glace a fini par se sublimer complètement, laissant derrière elle des cratères poussiéreux et vides. La Mars que nous connaissons et étudions aujourd'hui
ce désert glacé balayé par des vents de poussière, est né directement de cette mort magnétique catastrophique qui a scellé le destin de la planète il y a plus de 3,5 milliards d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus fascinant et troublant que les scientifiques ont découvert récemment en analysant minutieusement des météorites martiennes tombées sur Terre. Ces fragments de roches martiennes, arrachés à la surface de Mars par des impacts d'astéroïdes violents et projetés dans l'espace avant de tomber éventuellement sur notre planète des millions d'années plus tard, contiennent des signatures magnétiques fossilisées qui racontent une histoire inattendue. Certaines de ces roches ont révélé des traces de magnétisation datant de seulement 3,9 milliards d'années, ce qui est significativement plus récent qu'on ne le pensait auparavant. Cela signifie concrètement que le champ magnétique protecteur de Mars a peut-être survécu beaucoup plus longtemps que les modèles théoriques initiaux ne le suggéraient. Le dynamo martien n'est peut-être pas mort brusquement d'un seul coup il y a 4 milliards d'années. Il a peut-être persisté pendant des centaines de millions d'années supplémentaires dans un état affaibli mais fonctionnel. Peut-être même que des périodes climatiques humides et potentiellement habitables ont persisté sur Mars bien après l'époque où nous croyons la planète déjà transformée en désert stérile et glacé. Cette révélation change profondément notre compréhension de l'habitabilité potentielle de Mars dans son passé lointain. Si l'eau liquide a effectivement pu exister de manière stable pendant des centaines de millions d'années supplémentaires, protégée par un champ magnétique résiduel qui repoussait encore partiellement le vent solaire, alors les chances statistiques que la vie ait eu le temps d'émerger et de se développer augmentent très considérablement. Sur Terre, rappelez-vous, la vie est apparue dans nos océans primitifs en moins de temps que cela. La chimie prébiotique a besoin de temps pour opérer, mais pas nécessairement de milliards d'années. Quelques centaines de millions d'années suffisent amplement si les conditions sont favorables. Et cela nous amène directement à l'une des découvertes les plus mystérieuses, les plus débattues et potentiellement les plus révélatrices des dernières décennies concernant Mars. Le méthane détecté sur Mars est un mystère chimique qui ne cesse de s'approfondir et de se complexifier au fur et à mesure que nous accumulons plus de données. Le méthane lui-même est une molécule chimiquement très simple dans sa structure, composée d'un seul atome de carbone, entouré symétriquement de 4 atomes d'hydrogène. Mais cette simplicité moléculaire cache une signification potentiellement énorme pour la question de la vie martienne. Sur notre Terre, la très grande majorité du méthane atmosphérique provient de processus biologiques variés. Les bactéries méthanogènes qui vivent dans les marais anaérobies produisent du méthane en décomposant la matière organique. Les vaches et autres ruminants en produisent dans leur système digestif complexe. Le pergélisol arctique en relâche quand il dégèle et que les microbes emprisonnés dans la glace reprennent leur métabolisme. Toutes ces sources biologiques terrestres produisent du méthane en métabolisant d'autres composés organiques dans des réactions chimiques qui libèrent de l'énergie utilisable. Mais le méthane peut aussi se former sans aucune intervention biologique, à travers des réactions purement chimiques entre l'eau chaude et certaines roches riches en fer et en magnésium à des températures élevées, dans ce qu'on appelle la serpentinisation. Ce processus géologique se produit dans les sources hydrothermales sous-marines sur Terre. Alors quand le rover Curiosity a détecté pour la première fois du méthane dans l'atmosphère martienne extrêmement ténue en 2012, les scientifiques ont immédiatement compris qu'ils tenaient potentiellement quelque chose d'extraordinairement important entre leurs mains. Mais ce n'était pas uniquement la simple présence de méthane qui était scientifiquement intrigante et excitante. C'était surtout son comportement atmosphérique absolument étrange, complètement inattendu, qui défie nos modèles théoriques habituels. Le méthane martien apparaît et disparaît de l'atmosphère selon un cycle saisonnier régulier et reproductible. Pendant l'été martien local, quand les températures de surface augmentent sous l'effet de l'ensoleillement plus direct et prolongé, sa concentration mesurée dans l'air ambiant monte progressivement jusqu'à atteindre des pics clairement détectables par les instruments ultrasensibles du rover. Puis, quand l'hiver austère arrive et que les températures plongent dramatiquement, la concentration de méthane chute tout aussi régulièrement jusqu'à descendre à des niveaux presque indétectables, proches de zéro. Ce cycle respiratoire se répète fidèlement, année martienne après année martienne, avec une régularité troublante qui suggère un processus actif et dynamique plutôt qu'une simple libération passive de réserves anciennes. Le méthane atmosphérique ne devrait absolument pas se comporter ainsi selon nos modèles photochimiques standards. Dans l'atmosphère martienne actuelle, exposée sans protection aux rayons ultraviolets intenses du Soleil, le méthane est censé persister pendant au moins 300 ans terrestres avant d'être finalement détruit par les réactions photochimiques initiées par ce rayonnement énergétique. Mais ici, sur Mars, il disparaît mystérieusement en quelques mois seulement, bien plus rapidement que la physique standard ne le permettrait. Quelque chose le produit activement, continuellement,
de manière saisonnière, quelque part sous la surface poussiéreuse. Et simultanément, quelque chose d'autre le détruit ou le consomme tout aussi rapidement et activement. Les scientifiques ont proposé plusieurs explications possibles pour ce comportement énigmatique. Peut-être que le méthane est physiquement piégé dans des clatrates de glace souterrains pendant les mois d'hiver glaciaux, ces structures cristallines en cage qui emprisonnent les molécules de gaz, et qu'il se libère progressivement quand les températures remontent en été et que ces cages de glace se déstabilisent. Peut-être que des réactions chimiques oxydantes très rapides dans le sol riche en perchlorate le consument presque aussi vite qu'il est produit. Ou peut-être, juste peut-être, et c'est l'hypothèse qui fait battre plus fort le cœur des astrobiologistes, que des microbes martiens vivants le produisent activement pendant les périodes favorables et le consomment ensuite dans un cycle métabolique saisonnier actif, exactement comme le font certaines bactéries terrestres dans nos sols et nos océans. Mais le méthane mystérieux n'est absolument pas la seule molécule organique intéressante qu'on a trouvée sur Mars ces dernières années. Le rover Curiosity, en forant patiemment dans des roches sédimentaires vieilles de plus de 3 milliards d'années dans le cratère Gale, y a découvert des molécules organiques étonnamment complexes et variées. Pas juste des fragments moléculaires simples, comme on pourrait s'y attendre dans un environnement aussi oxydant et irradié. Non, des chaînes carbonées substantielles de 10 atomes de carbone, 11 atomes de carbone, même 12 atomes de carbone liés ensemble. Ces molécules longues s'appellent respectivement décane, indécane et dodécane. Et elles sont très probablement les restes fragmentés d'acides gras beaucoup plus grands qui ont été partiellement décomposés mais remarquablement préservés dans la roche. Sur notre Terre, les acides gras sont des composants absolument essentiels et universels des membranes cellulaires qui entourent chaque cellule vivante. Chaque organisme vivant sur notre planète, du plus simple microbe unicellulaire jusqu'à l'être humain, contient des acides gras dans ses structures membranaires. Trouver leurs fragments moléculaires caractéristiques fossilisés dans des roches martiennes anciennes soulève immédiatement une question scientifiquement vertigineuse et philosophiquement profonde. D'où viennent exactement ces molécules organiques complexes ? Comment se sont-elles formées initialement ? Les molécules organiques peuvent effectivement se former sans aucune intervention biologique. C'est un fait chimique établi. Des météorites et des comètes en transportent continuellement à travers tout le système solaire, bombardant les planètes avec une pluie constante de matière organique extraterrestre. Des réactions chimiques purement abiotiques dans les sources hydrothermales volcaniques peuvent en produire sans l'aide d'aucun organisme vivant. Mais la taille inhabituelle et la complexité structurelle de ces molécules martiennes découvertes par Curiosity suggèrent fortement que quelque chose de potentiellement plus élaboré et organisé se passait chimiquement dans cet ancien lac du cratère Gale. Ces précieuses molécules organiques complexes étaient remarquablement bien préservées dans des roches d'argile particulièrement riches en composés soufrés. Le soufre, tout comme nous l'observons régulièrement sur Terre dans divers environnements de préservation exceptionnels, peut agir comme un conservateur chimique naturel extrêmement efficace, protégeant physiquement les composés organiques fragiles de la dégradation progressive par les radiations cosmiques et solaires intenses, ainsi que par l'oxydation chimique agressive. Imaginez une bibliothèque antique précieuse, où les manuscrits rares ont miraculeusement survécu pendant des siècles parce qu'ils ont été soigneusement scellés dans des boîtes hermétiques en métal qui les protègent de l'humidité destructrice, de la lumière décolorante et de l'oxygène corrosif. Les argiles riches en soufre de Mars ont accompli exactement la même fonction protectrice pour ces molécules organiques délicates, les gardant chimiquement intactes et lisibles pendant des milliards d'années dans une capsule temporelle géologique. Quand Curiosity a délicatement chauffé ces roches précieuses dans son four miniature sophistiqué embarqué à bord, portant progressivement la température au-delà de 500 degrés, les molécules organiques emprisonnées se sont finalement libérées de leur matrice rocheuse protectrice, s'évaporant dans la chambre d'analyse où les instruments hypersensibles ont pu les identifier et les caractériser chimiquement pour la toute première fois. La découverte a littéralement fait l'effet d'une bombe retentissante dans la communauté scientifique internationale spécialisée en astrobiologie. Pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, nous avions une preuve chimique directe, mesurée in situ, que Mars avait connue dans son passé lointain, une chimie organique remarquablement avancée et complexe, exactement le genre de chimie prébiotique qui, sur notre Terre, mène quasi inévitablement vers l'émergence des premières formes de vie. Mais aujourd'hui, Mars ne se contente pas de nous révéler les secrets chimiques de son passé aquatique. Elle continue aussi de nous surprendre avec son présent atmosphérique dynamique et électriquement actif. Les tempêtes de poussière martienne sont des phénomènes météorologiques absolument spectaculaires
qui n'ont aucun équivalent direct sur Terre en termes d'échelle et de durée. Pendant les mois d'été dans l'hémisphère sud martien, quand Mars passe au plus près du Soleil sur son orbite elliptique et que l'ensoleillement devient maximal, des tempêtes de poussière régionales peuvent spontanément éclater presque n'importe où sur la planète. Ces tempêtes commencent souvent comme de petits tourbillons localisés, des diables de poussière qui se forment quand l'air surchauffé au contact du sol brûlant monte rapidement en colonnes tournoyantes. Mais parfois, dans des conditions atmosphériques particulières que nous commençons tout juste à comprendre, ces tempêtes locales grandissent, s'intensifient, fusionnent avec d'autres tempêtes voisines et deviennent des monstres météorologiques planétaires qui engloutissent littéralement la planète entière pendant des semaines ou même des mois. En 2018, une tempête globale particulièrement massive a recouvert la totalité de Mars d'un voile opaque de poussière rouge qui obscurcissait complètement la surface vue depuis l'espace. Le rover Opportunity, qui explorait courageusement Mars depuis 14 ans, n'a pas survécu à cette tempête. Ses panneaux solaires, recouverts d'une couche épaisse de poussière qui bloquait la lumière du Soleil, n'ont plus pu générer assez d'électricité pour maintenir le rover en vie. Opportunity s'est endormi pour toujours dans l'obscurité poussiéreuse, mettant fin à l'une des missions robotiques les plus réussies de l'histoire spatiale. Et maintenant, en 2024 et 2025, nous avons fait une découverte absolument fascinante concernant ces tempêtes de poussière. Le rover Perseverance, équipé d'un microphone ultra-sensible monté sur son instrument SuperCam, a réussi à enregistrer pour la toute première fois les sons caractéristiques de décharges électriques se produisant à l'intérieur des diables de poussière martiens. Ces enregistrements audio historiques ont capturé des craquements distinctifs, des claquements secs qui trahissent la production d'étincelles électriques quand un diable de poussière passait directement au-dessus du rover. La friction intense entre les innombrables grains de poussière qui tourbillonnent à grande vitesse dans ces tornades miniatures génère de l'électricité statique, exactement comme quand vous frottez vigoureusement un ballon contre vos cheveux. Les particules de poussière se chargent électriquement par ce frottement constant. Quand la charge accumulée devient suffisamment intense, elle se décharge brutalement sous forme d'étincelles qui produisent simultanément un petit claquement sonore et une onde de choc miniature. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que ce phénomène électrique devait se produire sur Mars, mais c'est la première fois qu'on en a la preuve audio, directe et irréfutable, enregistrée in situ. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension de la chimie atmosphérique martienne. Les décharges électriques, même petites, peuvent déclencher des réactions chimiques qui ne se produiraient pas normalement dans l'atmosphère froide de Mars. Elles peuvent créer des composés oxydants extrêmement réactifs, comme les perchlorates, qui sont omniprésents dans le sol martien. Ces substances chimiques agressives peuvent détruire les molécules organiques à la surface, rendant encore plus remarquable le fait que nous en ayons trouvé préservées dans les roches anciennes. La poussière martienne elle-même est un défi majeur pour toute future exploration humaine. Elle est électrostatique, ce qui signifie qu'elle colle obstinément à absolument tout ce qu'elle touche. Elle est abrasive, malgré sa finesse, capable d'user lentement les joints mécaniques et les surfaces optiques. Et elle est potentiellement toxique à cause de sa teneur élevée en perchlorate. Mars nous impressionne aussi par ses structures géologiques absolument gigantesques, qui défient l'imagination humaine. Olympus Mons, le plus grand volcan connu dans tout le système solaire, domine le paysage martien comme une montagne véritablement titanesque. Il s'élève à plus de 21 km au-dessus des plaines environnantes, soit 2,5 fois la hauteur du mont Everest terrestre, mesurée depuis le niveau de la mer. Mais sa hauteur n'est que le début de son gigantisme. Le volcan s'étend sur plus de 600 km de diamètre à sa base, une superficie comparable à celle de la France entière. Si vous vous teniez au pied d'Olympus Mons et que vous leviez les yeux vers son sommet, vous ne pourriez même pas le voir. La courbure de Mars elle-même cacherait le sommet au-delà de votre horizon visuel. Et si vous escaladiez patiemment ses flancs en pente douce, vous ne réaliseriez même pas que vous montez une montagne, tellement la pente moyenne est faible, seulement 5 degrés environ. Vous auriez l'impression de marcher sur une plaine légèrement inclinée, qui s'étend à l'infini dans toutes les directions. Olympus Mons s'est formé sur des milliards d'années, grâce à des éruptions volcaniques répétées qui empilaient couche après couche de lave solidifiée. Sur Terre, les volcans ne deviennent jamais aussi grands, parce que la tectonique des plaques déplace constamment la croûte terrestre, éloignant les volcans de leur point chaud magmatique sous-jacent. Mais Mars n'a pas de tectonique des plaques active. La croûte reste immobile au-dessus des points chauds, permettant aux volcans de croître indéfiniment au même endroit pendant des milliards d'années.
Les analyses de cratères d'impact sur les flancs d'Olympus Mons suggèrent que le volcan pourrait avoir été actif aussi récemment qu'il y a quelques millions d'années seulement, ce qui est extrêmement récent en termes géologiques. Mars pourrait ne pas être volcaniquement morte, juste endormie. Et puis il y a Valles Marineris, le plus grand système de canyons du système solaire, une cicatrice titanesque qui s'étire sur plus de 4000 km le long de l'équateur martien. Si vous pouviez transposer ce canyon sur Terre, il s'étendrait de l'océan Atlantique jusqu'au Pacifique, à travers tout le continent nord-américain. Dans ses sections les plus profondes, Valles Marineris plonge jusqu'à 7 km sous le niveau moyen de la surface, soit 4 fois la profondeur du Grand Canyon terrestre. Ce système de canyons gigantesque s'est probablement formé quand la croûte martienne s'est fracturée et effondrée sous le poids énorme de la région volcanique de Tharsis qui se soulevait à l'ouest. Imaginez la croûte planétaire comme une croûte de pain qui craque et se fissure quand la pâte gonfle trop rapidement dessous. Les parois abruptes de Valles Marineris révèlent des couches géologiques empilées qui racontent l'histoire de Mars sur des milliards d'années, comme les pages d'un livre géant ouvert. Des traces d'écoulement d'eau ancienne marquent certaines pentes, suggérant que de l'eau liquide a pu couler le long de ces falaises vertigineuses dans un passé lointain. Récemment, des scientifiques ont même découvert plus d'une centaine de petits volcans sur le fond de certaines sections de Valles Marineris. Des volcans étonnamment jeunes qui ont peut-être été actifs il y a seulement quelques centaines de millions d'années. Mars continue de révéler sa complexité géologique. Tous ces mystères martiens sont explorés aujourd'hui par une flotte impressionnante de robots sophistiqués qui constituent nos yeux, nos oreilles et nos mains sur cette planète lointaine. Le rover Perseverance, qui a atterri dans le cratère G0 en février 2021, est le plus avancé technologiquement que nous ayons jamais envoyé sur une autre planète. Il est équipé de caméras haute définition qui capturent des panoramas époustouflants, de spectromètres qui analysent la composition chimique des roches, de radars qui sondent le sous-sol, et même de microphones qui enregistrent les sons du vent martien pour la première fois. Mais Perseverance n'est pas venu seul. Accroché sous son ventre pendant le voyage vers Mars, se trouvait Ingenuity, un petit hélicoptère robotique de moins de 2 kg qui allait accomplir quelque chose d'historique. En avril 2021, Ingenuity a réalisé le tout premier vol motorisé et contrôlé sur une autre planète, un moment comparable au premier vol des frères White sur Terre. Voler sur Mars est extraordinairement difficile. L'atmosphère y est 100 fois moins dense que sur Terre, offrant très peu de portance aux pales de rotor. Ingenuity devait faire tourner ses pales en fibre de carbone à presque 2400 tours par minute, soit 5 fois plus vite qu'un hélicoptère terrestre, juste pour décoller du sol. Conçu initialement pour réaliser seulement 5 vols de démonstration technologique en 30 jours, Ingenuity a dépassé toutes les attentes en accomplissant 72 vols sur presque 3 ans. Il a exploré des zones inaccessibles au rover, repéré des itinéraires de navigation, testé les limites extrêmes de son enveloppe de vol. Malheureusement, en janvier 2024, lors de son 72e vol, une pale de rotor s'est brisée lors d'un atterrissage difficile dans un terrain sans relief visuel, mettant fin définitivement à la mission de vol. Mais même immobilisé, Ingenuity continue de servir la science en collectant des données météorologiques et en testant la durabilité de ses composants dans l'environnement martien hostile. Perseverance poursuit son exploration méthodique du cratère G0, collectant précieusement des échantillons de roches qui pourraient un jour être ramenés sur Terre pour analyse. Le rover a déjà rempli plus de 30 tubes hermétiques avec des carottes rocheuses soigneusement sélectionnées, dont le fameux échantillon Cheyava Falls, qui contient potentiellement des biosignatures. Une mission future extrêmement complexe devra aller récupérer ces tubes et les ramener sur notre planète, où les laboratoires les plus sophistiqués du monde pourront les étudier avec des instruments impossibles à envoyer sur Mars. Cette mission de retour d'échantillons est actuellement en phase de replanification, à cause de contraintes budgétaires, mais elle reste une priorité absolue pour la communauté scientifique. Ramener ces roches martiennes sur Terre pourrait enfin répondre à la question la plus profonde de l'exploration martienne. Y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Alors, que signifient toutes ces découvertes pour nous ? Pourquoi devrions-nous nous passionner pour l'eau gelée, les molécules organiques et les roches tachetées d'une planète déserte située à des millions de kilomètres ? Parce que Mars ne nous parle pas seulement de Mars. Elle nous parle de nous-mêmes, de notre place dans l'univers, de la fragilité des mondes habitables. Si la vie est apparue sur Mars quand les conditions étaient favorables, cela signifierait que la vie n'est pas un miracle unique survenu seulement sur Terre. Cela signifierait que partout où l'eau liquide, les éléments chimiques nécessaires et l'énergie se rencontrent pendant suffisamment longtemps, la vie trouve peut-être un moyen d'émerger.
l'univers pourrait être beaucoup plus vivant que nous ne l'imaginons. Et si Mars a perdu son habitabilité à cause d'une catastrophe magnétique qu'elle ne pouvait pas contrôler, cela nous rappelle que les conditions qui permettent la vie sont précieuses et fragiles. Notre propre Terre possède encore son bouclier magnétique protecteur. Mais pour combien de temps? Des millions d'années certainement, mais pas éternellement. Comprendre comment Mars est morte nous aide à comprendre comment garder la Terre vivante. Voilà où nous en sommes en 2025. Nous avons trouvé les preuves d'un monde autrefois habitable. Nous avons découvert de la glace qui pourrait soutenir de futures colonies. Nous avons détecté des molécules organiques complexes et peut-être même des signatures de vie ancienne. Mars n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Chaque mission apporte son lot de surprises. Et la prochaine grande découverte est peut-être à quelques coups de foreuse. Si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à La Science Assoupie pour ne rien manquer de nos prochaines explorations des mystères de l'univers.